On aurait préféré se retrouver après une victoire historique au Santiago Bernabéu de la part de nos Olympiens. On se serait bien contenté d'un match nul et de 1 point après une rencontre forte en émotion et forte également en rebondissement. On peut notamment penser au rouge de Dani Carvajal, aux 2 pénaltys du Real, dont un qui est tombé du ciel et qui a permis à Mbappé de repartir avec le trophée d'homme du match. Mais on va devoir se satisfaire d'une prestation que certains ont jugée comme, je ne sais pas si on peut comme héroïque, comme satisfaisante de la part de nos Olympiens. Prestation de l'Olympique de Marseille pour son premier match de Ligue des Champions, sur laquelle on va revenir dans ce 22e épisode de DLZ dans la zone, tout podcast hebdomadaire sur Massilia Zone, où on analyse et décortique l'actualité de l'Olympique de Marseille. Podcast qui sera désormais disponible 2 fois par semaine, qui sera animé par Tino, que je remplace aujourd'hui. Et comme vous le voyez, j'ai 2 chroniqueurs qui me font l'honneur d'être à mes côtés. Tout d'abord, Samy, que vous connaissez très bien et qui est très identifié, on va dire, dans DLZ. Ça va, Samy? Ça va, merci. Et toi? Ça va très bien. T'es content ou pas de la rencontre qui s'est passée il y a 2 jours? Est-ce que tu restes fier du visage de l'Olympique de Marseille que tu as vu? Oui, je reste fier, de toute façon, on va en parler, mais moi, avant le match, j'étais dans un état d'esprit où le résultat ne m'intéressait pas, et où j'étais venu, chercher autre chose, des choses sur lesquelles on pouvait capitaliser. Là, j'ai quand même l'impression qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on va pouvoir capitaliser et avoir une base de travail, donc moi, je suis satisfait de ça, et il faut pas oublier qu'avant le match, la probabilité que tu prennes une rouste en ne montrant rien, en prenant 3-0, 4-0, elle était quand même assez haute, et finalement, il n'en est rien, donc je suis plutôt satisfait. Ce sera l'objet de notre premier débat, hein, rassurant ou inquiétant pour la suite du parcours, cette défaite face au Real Madrid. On reviendra notamment sur les 30 premières minutes de la rencontre, sur l'attitude de nos Olympiens. Ludo, qui est également avec nous, était à Madrid, a pensé peut-être vivre la soirée de sa vie à un moment donné. Je ne sais pas si c'était plus après le but de Wea ou après le rouge de Dani Carvajal, lapsus révélateur, parce que du coup, après le but, il est plutôt venu du côté madrilène. J'espère que tu vas bien, Ludo. Quel souvenir tu gardes de ce déplacement à Madrid? Alors honnêtement, le souvenir que je garde, c'est le parquage surtout, parce que c'était assez impressionnant. On m'a également dit qu'à la télé, on n'entendait que les supporters marseillais. Après, pour parler du match, c'est vrai qu'il y a eu 2 moments assez forts, surtout le but de Timothy Weah, où on a un petit peu tous exulté. Maintenant, bon, même à 1-0, on savait qu'il restait beaucoup, beaucoup de chemin à faire, surtout vu les 20 premières minutes de l'Olympique de Marseille. On était complètement submergés par les assauts madrilènes. Et puis, ouais, ce carton rouge, c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas avoir pu en profiter. L'équipe s'est un petit peu liquéfiée, je pense, après ce rouge, peut-être en pensant qu'il y avait une possibilité de ramener quelque chose de Madrid. Ça a peut-être un petit peu aussi coupé les jambes aux Marseillais. La performance de l'Olympique de Marseille, justement, elle a été saluée. Ça va être notre premier point de ce DLZ. Mais paradoxalement, quand j'allume SofaScore, il se trouve que lorsque je vais dans l'onglet Expected Goals, qui est cher à énormément de personnes, bah, il y a écrit 3,74 pour le Real Madrid et 0,73 pour l'Olympique de Marseille. Alors, des Expected Goals qui doivent certainement se concentrer sur le premier quart d'heure de jeu, voire sur la première vingtaine de minutes de jeu, ou quand même quand on doit revenir à froid sur la prestation olympienne, on doit revenir sur ces 20 premières minutes de jeu si on veut faire un débrief à froid, hein, parce que le débrief qu'on fait le mardi soir à 23h ou même le lendemain à 9h du matin, bah, c'est pas le même qu'on fait un jeudi à 21h30 pendant que le Barça et Newcastle sont en train de se foutre sur la gueule. D'ailleurs, j'ai pas suivi le résultat, mais je crois qu'il y avait encore 0-0. On est en train de tourner pendant d'autres matchs de Ligue des Champions. Mais voilà, en fait, il se trouve que quand on regarde quand même la feuille statistique, on se retrouve avec une équipe qui a 4 fois plus d'expected goals que l'autre, en l'occurrence le Real Madrid que l'Olympique de Marseille. Et globalement, la question que je vais vous poser, en fait, elle est très simple, elle va animer ce débat. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette rencontre? Est-ce qu'on doit retenir des aspects plus positifs, plutôt négatifs? Je pense dans le négatif, le fait que l'Olympique de Marseille n'ait pas réussi à reprendre les devants en étant en supériorité numérique pendant une vingtaine de minutes. Le fait que les 15 premières minutes de jeu, on se fait littéralement marcher dessus. Euh, Est-ce qu'il faut aller plus simplement dans le juste milieu, Samy? Oui, plutôt juste milieu. Je pense que les 20 premières minutes, comme je disais tout à l'heure, je pense que tu t'attendais quand même à te faire rentrer dedans. C'est le Real, c'est leur premier match de la saison au Bernabéu en Ligue des Champions. Ils voulaient impressionner leur public. C'est le plus grand club du monde.
pour moi là ça m'étonne pas. La réaction de l'OM avec les jambes qui tremblent, c'est un syndrome qui existe à l'OM depuis plusieurs années, même avant De Zerbi, même avant cet effectif actuel dans les grands matchs. Moi, je retiens quand même que c'est quand même une équipe qui, au bout de 20 minutes, a quand même réussi à se reprendre. Alors peut-être parce que le Real a aussi commencé à lever le pied, mais il faut quand même saluer ça. Et puis moi, je trouve que là, on parle quand même d'une campagne qui n'est plus la même que l'ancienne, c'est-à-dire que c'est un véritable parcours, un véritable long chemin où tu vas faire 7 matchs, 8 matchs avec celui du Real. Donc au fur et à mesure, tu vas commencer à avoir une sorte de vécu en fait en Ligue des Champions. Là, t'as déjà commencé un peu ton vécu avec ces 90 minutes. Après, il y aura l'Ajax au Vélodrome. Et par exemple, le match contre Liverpool dans 3 mois, je serai beaucoup plus exigeant parce qu'il y aura tout un vécu en Ligue des Champions. Et si t'as les jambes qui tremblent à Anfield, eh ben, je serais moins compréhensif que si tu as les jambes qui tremblent en septembre au Bernabeu. Et puis, il faut pas oublier que dans notre parcours, et je finirai sur ça, tu vas pas jouer quand même à chaque mardi, mercredi, des équipes qui ont Arda Güler, Mbappé, Rodrigo sur le front de leur attaque. Donc, tu vas peut-être pas prendre les 20 premières minutes que tu as pris au Bernabeu contre l'Atalanta, contre le Sporting, contre l'Ajax, même si ça reste des belles équipes. C'est pas un scénario qui, selon moi, va se reproduire. Ludo, en avant-match, j'avais dit, et même lorsqu'il y avait eu le tirage avec Sabi, du coup, avec vous deux, que pour moi, c'était la meilleure des choses de jouer à Madrid dès le premier match, dans le sens où on allait tout comprendre du contexte Ligue des Champions, contexte qu'on a bien pu découvrir, notamment certains aspects quand on joue à Madrid, l'arbitrage qui rentre toujours en ligne de mire. Mais c'est vrai, quand même, ces 20 premières minutes, elles ont été très compliquées. Et comment on doit la quantifier dans l'analyse qu'on fait? Est-ce qu'on doit vraiment les considérer? On doit justement se dire, en fait, c'est juste une claque que tu te prends parce que tu redécouvres la LDC dans un contexte particulier. Le contexte, effectivement, je pense, a beaucoup joué parce que c'est vrai qu'au moment où je voyais les Marseillais avoir les jambes qui tremblaient, j'avais un petit peu les mains qui tremblaient également en tribune. Donc j'ai un petit peu ressenti ça. Je pense notamment à ce qu'a pu faire Rouli à un moment où il n'arrive pas à contrôler la balle, il a deux doigts de rentrer dans ses buts. C'est quelque chose qu'on a quand même très peu vu de la part du gardien argentin. Et je pense que ouais, ce match, il y avait beaucoup de pression pour les Marseillais. Et au final, c'était une chance assez inouïe de sortir des 22 premières minutes avec 1-0 pour l'OM. C'était absolument inespéré quand on voit les énormes occasions qu'ont pu avoir le Real Madrid. Je pense au poteau de l'ailier 18 ans du Real, l'action de Kylian Mbappé avec l'erreur de Højbjerg qui lui remet le ballon, et encore d'autres avec les arrêts de Geronimo Rulli. Donc, c'est vrai que tu as cette chance-là, et malheureusement, tu n'en profites pas parce que tu termines le match en perdant. Sur 2 pénaltys, c'est vrai qu'on va y revenir un petit peu plus tard sur le deuxième. Mais je pense qu'avec les 25 premières minutes que tu fais, au final, il y a un coup à jouer et malheureusement, on n'a pas réussi à profiter de ces 20 premières minutes où effectivement, on s'est fait marcher dessus littéralement, mais on n'avait pas encaissé de but. Ouais. Bah pour moi, justement, vu qu'on revient sur la rencontre à froid, pour moi, je découperais cette rencontre en 3 grands moments et 3 grandes périodes, avec une qui est beaucoup plus importante et qui est d'ailleurs peut-être celle où l'OM est le plus intéressant et donc peut-être qui va nous amener à avoir le jugement le plus positif sur cette rencontre. Le début de match jusqu'à l'ouverture du score de Wea, où là, c'est littéralement tempête sur tempête du Real, favorisé par un OM qui réalise beaucoup d'erreurs techniques. Tu as cité Højbjerg, mais il y a aussi Emerson, où sur le premier ballon, il a 2 doigts de leur donner un but. Medina, qui à un moment doit gérer une prise en profondeur de Mastantuono. Et vraiment, en fait, sur ces 20 premières minutes, je suis d'accord pour dire l'OM a passé la tempête et il faut valoriser ce qu'il y a derrière. Maintenant, je me dis, le plan de jeu du Real aussi, pour moi, il était clair. C'est que sous Xabi Alonso, ils sont en train de mettre un projet de jeu en place. Et l'idée, c'était vraiment de nous asphyxier au début du match, faire un gros pressing, tuer le match dans les 30 premières minutes, et après, c'est fini. Parce que je trouve qu'une des problématiques du Real qu'on ne retrouvera pas avec le PSG, c'est qu'ils n'ont pas l'équipe pour assumer leur plan de jeu sur 90 minutes de jeu. C'est-à-dire que pour réaliser le pressing derrière, quand tu as Trent qui sort et que tu prends Carvajal, Carvajal, s'il est isolé en 1 contre 1 défensivement et qu'il joue haut sur le terrain, il va avoir des difficultés derrière. Et je trouve qu'en fait, c'est le plan de jeu du Real qui s'est un peu retourné contre eux. C'est qu'à un moment, le pressing était un peu moins bien exécuté. Arda Güler s'est senti un peu trop à l'aise. Greenwood lui récupère le ballon. Timothy Weah marque. Et j'ai vraiment en fait eu l'impression d'avoir un OM en début de match qui a beaucoup subi les événements et un Real qui a tellement dominé, voire surdominé, qui s'est senti un peu trop à l'aise. Et pour moi, ce qui incarne le mieux ça, c'est vraiment le but de l'OM, parce que ça parle littéralement d'un Arda Güler qui se dit je vais pas me faire chipper le ballon. Donc à la fois, j'ai envie de me dire, il y a quand même, tu subis énormément, et je sais pas en fait si c'est normal de subir autant contre ce Real-là. Parce que autant si ça avait été Liverpool, si ça avait été le PSG, si ça avait été le Bayern Munich,
je me serais dit, ok, c'est des équipes qui martyrisent tout le monde comme ça. Et moi, je sais pas, Samy, parce que toi, tu regardes beaucoup le Real, je sais pas si tu as regardé sur le début de saison, mais je me suis dit, en fait, est-ce que c'est normal de subir autant dès maintenant contre ce Real-là qui est en reconstruction, qui joue quand même avec des joueurs assez jeunes sur la pelouse, hein. Ludo, tu l'as rappelé, tu as parlé de leur ailier droit qui vient de River Plate, Mastantuono. Arda Güler, il me semble pas que c'était un titulaire la saison passée sous les ordres de Carlo Ancelotti. Samy, toi, tu penses que c'est juste c'était l'ordre des choses de se faire ouvrir comme ça, ou il y a quand même une petite inquiétude à avoir? Alors oui et non, parce que moi je trouve qu'effectivement, quand j'ai regardé le début de saison, je trouve que le Real dans le secteur, défensif et au milieu de terrain, c'était assez bien huilé depuis le début de saison. Sur les 3 premières journées de championnat, ça s'est fait très rapidement et donc si tu as perdu autant la bataille, notamment du milieu de terrain, sur les 20 premières minutes, pour moi c'est assez justifié parce que, d'ailleurs un joueur comme Tchouaméni fait un gros début de saison et même les automatismes, moi je trouve que ça marche très bien depuis le début de saison. Par contre, et là je vais peut-être aller dans ton sens, je trouvais que sur les 3 premières journées de championnat, même s'il y a eu beaucoup de buts, en attaque, c'était très brouillon, le Real. D'ailleurs, Vinicius ne commence pas le match, c'est Rodrigo. Rodrigo a peu joué en championnat. Et moi, contre l'OM, j'ai vu une attaque où c'était assez fluide, contrairement aux journées de championnat. J'ai vu des combinaisons entre Rodrigo et Mbappé en une touche avec Arda Güler, ça jouait 1-2, notamment dans les 20 premières minutes. C'est des choses que je n'avais pas vues sur les premières journées de championnat en Liga. Donc ça, c'est peut-être un peu plus inquiétant. Mais la bataille du milieu de terrain, pour moi, c'est assez justifié que tu l'aies perdu à ce point-là. Ouais, il y a Geronimo Rulli en fait qui va un peu illustrer ce déséquilibre-là avec les 13 arrêts qu'il réalise. Et c'est là où on se dit, est-ce que si t'as pas un gardien moyen, ou est-ce que tu prends pas une tollée au bout de 20 minutes? C'est une question qui est quand même légitime, cette question. Ludo, je parle un peu beaucoup des aspects négatifs depuis le début, c'est juste pour essayer de nuancer tous les jugements et toutes les analyses qu'on a faites, qu'on a réalisées depuis mardi. Si on doit en venir aux bons éléments de la prestation olympienne, et je pense que c'est du coup le deuxième séquençage que je réalise, moi je le situe du but de Wea à l'expulsion de Dani Carvajal. Et pour moi, là, on a une bonne, c'est pas une heure de jeu, mais je pense qu'on a une cinquantaine, quarantaine de minutes de jeu, peut-être un peu moins, où là, on voit vraiment un OM qui est intéressant. Ouais, non, on a vu des choses très intéressantes. Tu as parlé de cette période-là. Je pense que la période la plus intéressante, c'est au retour des vestiaires aussi, où l'OM a réussi à mettre le pied sur le ballon et à créer aussi des décalages. Et ce qu'on n'avait pas du tout vu en début de match, où l'OM n'arrivait tout simplement pas du tout à ressortir. On a vu un OM plus calme et plus serein aussi en début de deuxième mi-temps. Et clairement, c'était vraiment intéressant de réussir à voir ça de la part de l'OM sur la pelouse du Real Madrid. Malheureusement, tu en as parlé, ton séquençage il s'arrête un petit peu à ce carton rouge de Dani Carvajal. Pourquoi l'OM n'a pas réussi du tout à en profiter? C'est une question qu'on peut se poser. Moi, je pense que ça a été un petit peu mental. Ça a pu aussi être impacté par la sortie, pour moi, toujours assez incompréhensible de Geoffrey Kondogbia qui réalisait quand même son match malgré le pénalty concédé. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à cette période-là où l'OM n'a tout simplement pas du tout profité d'être en supériorité numérique, comme ça a pu être le cas du côté du Stade Rennais en tout début de saison. Ce qui est assez édifiant sur la deuxième période, c'est que l'Olympique de Marseille a 60% de possession de balle. Mais ce qui est encore plus paradoxal, excusez-moi, c'est que le Real Madrid a une grosse occasion sur cette seconde période et l'OM en a 0. L'OM qui en a 2 sur la première. C'est là où, c'est encore une fois, je vais être un peu chiant, mais c'est pour apporter de la nuance, parce qu'on peut soit avoir ce syndrome de l'imposteur après une prestation comme ça, où tu te dis que tu as tenu le choc face au Real Madrid, mais qu'il y a quand même eu une période du match où tu es sous l'eau. C'est que pour moi, cette bonne période de l'OM, je l'associe à la fois à un regain de forme, parce que quand même, il y a des séquences où tu as pendant 2 minutes le ballon, le penalty qui aurait peut-être dû être sifflé. Bon, à voir s'il y avait penalty, je pense qu'il n'y a pas main, mais quand tu vois la main qui est sifflée sur Medina, tu peux te demander pourquoi il n'y a pas main sur une situation et main sur l'autre. Bah, à la fois, je l'associe à ce regain de forme de l'OM, plus de contrôle, libération, mais aussi pour moi, le Real Madrid qui chute. C'est-à-dire que, encore une fois, pour moi, le Real Madrid te fait une top performance sur 30 minutes, mais c'est juste une équipe qui n'est pas capable de tenir plus longtemps. Parce qu'il y a une intensité qui est mise, c'est une intensité dont ils n'ont pas l'habitude d'évoluer avec, parce qu'avant c'était Carlo Ancelotti, c'était pas structuré, c'était vraiment, on avait l'impression que les individualités, et là on est vraiment sur un projet beaucoup plus collectif, mais qui a du mal à durer. Encore une fois, je vais insister sur un point important, et Samy, je pense que je sais pas si tu vas me rejoindre là-dessus. Si on avait joué contre une équipe comme le PSG, je pense que le caractère rouleau compresseur du Real Madrid aurait été encore plus prononcé, dans le sens où là où ils nous ont fait vraiment mal, c'est le pressing. Et je trouve que le Real n'est pas une équipe
totalement efficiente sur le pressing. Vraiment, le pressing, on va dire, sur le premier tiers de notre terrain, il y avait de l'efficacité. Mastantuono courait comme un chien, Mbappé faisait les efforts, Rodrigo faisait les efforts. Par contre, une fois que tu sautais cette première ligne, et notamment quand il y avait des 1 contre 1 à jouer derrière, on peut penser à Carvajal Weah, même Aubameyang Heusen, bah, je trouvais que le Real n'était pas forcément une top équipe à ce niveau-là. Et c'est là où il y avait vraiment une faille qui s'est libérée. Ouais, et moi j'ai notamment vu beaucoup de fébrilité, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure sur, le début de saison du Real. J'ai vu beaucoup de fébrilité chez, Huysen et Militao que je n'avais pas vu en début de saison. Militao, il fait un très, très gros, début de saison et moi je l'ai senti très fébrile, contre l'OM. Mais par rapport à ce que tu disais, au début, hem, je m'attendais pas à ce que l'OM, prenne le dessus physiquement à ce point-là sur le Real en deuxième mi-temps, notamment, aux alentours de l'heure de jeu. Je trouve qu'il y a une vraie séquence où tu poses vraiment le pied sur le ballon et c'est peut-être ça qui explique que t'as pas vraiment de grosses occasions derrière. Peut-être que t'avais la consigne de vouloir endormir le Real, ne pas subir ce que t'avais subi sur les 20 premières minutes de la première mi-temps, et donc garder le ballon sur les premières minutes de la deuxième mi-temps pour empêcher le Real de te faire subir ça. On sait que De Zerbi, il a ce fameux adage qui consiste à dire si j'ai le ballon, j'empêche l'adversaire d'être dangereux. Et je trouve que ça s'est vraiment retranscrit sur la deuxième mi-temps. Il y a vraiment un long moment où tu poses le ballon et tu sens que bah ça embête un peu le Real parce que eux ils peuvent pas être dangereux. Mais la contrepartie c'est que t'es pas forcément dangereux devant. Mais après voilà c'est toujours l'éternel débat de la balance. T'as le ballon mais t'es pas dangereux, mais d'un côté l'adversaire il est pas dangereux. Mais moi je m'attendais pas forcément à ce qu'on prenne vraiment le dessus sur le Real en deuxième mi-temps et c'est quand même arrivé et bien avant le carton rouge. Et d'ailleurs, paradoxalement, et on en parle depuis 48 heures, une fois qu'il y a eu le carton rouge, tu as une nouvelle fois recommencé à chuter. Ouais, c'est peut-être l'autre point négatif de cette rencontre, la réaction olympienne après le rouge. Juste pour rester sur les points positifs à retenir de cette prestation, Ludo, est-ce que tu en as d'autres à citer, que ce soit des performances individuelles ou même de ce que tu as pu voir de cet OM? Parce que on ressort quand même du premier choc européen de l'OM depuis beaucoup d'années, où toute la presse internationale est unanime pour dire que l'OM a été une équipe sérieuse. Ouais, absolument. Alors, si on doit parler de performance individuelle, on a parlé un petit peu de Kondogbia. Il y en a un autre qu'on n'avait toujours pas vu sous le maillot de l'OM, c'est Emerson, qui a fait un match assez impressionnant. Je pense que Aucun personne, duel perdu au sol, c'est complètement fou. personne ne s'attendait réellement déjà à le voir titulaire. Et en plus de ça, de le voir à ce niveau-là, parce que il était tout simplement imprenable sur son côté. J'ai même vu à un moment donné être sur le côté droit, taper des passements de jambes. Donc, il a fait une prestation très solide et intéressante. Pour parler d'un point de vue plus collectif, c'est vrai que la période dont parlait Samy, elle a été assez impressionnante. C'est vrai que vu du stade, personnellement, j'ai vu vraiment une équipe qui a pris le match à son compte et qui avait vraiment l'emprise sur le jeu et qui dominait sans effectivement être dangereux. Ça m'a fait d'ailleurs un petit peu penser à la performance il y a quelques années avec Tudor du côté de Tottenham, où l'OM avait également bien contrôlé ce match, mais malheureusement sans réellement se créer d'occasion franche, et au final avait perdu 2-0 sur deux buts de Richarlison. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé sur cette période. L'OM avait le ballon, avait plus ou moins le contrôle du jeu. Malheureusement, il manquait vraiment quelque chose au niveau de la construction des actions. Moi, justement, parce que je pense que c'est un bon comparatif, surtout si tu veux faire établir une sorte d'évolution de l'Olympique de Marseille comparé à la dernière participation en Champions League. Moi aussi, j'ai un peu pensé à ce match-là, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait, contrairement à Tottenham, où j'ai surtout l'impression qu'Antonio Conte a laissé l'OM avoir le ballon sur la double confrontation, une certaine frustration du côté du Real, comme en parlait Samy, de ne pas avoir le ballon. Et j'ai l'impression qu'on était vraiment, à un moment donné, sur le plan de jeu de Roberto De Zerbi, ce qu'il veut vraiment mettre en place. Et ce qui, pour moi, quand je le disais déjà l'année dernière, allait marcher en Ligue des Champions et un peu moins en Ligue 1, où là, il allait avoir besoin d'une certaine évolution. C'est que sur certaines phases, je voyais clairement l'OM avoir envie d'attirer le Real qui venait, les attaquants de l'OM qui se retrouvaient en 1 contre 1 derrière, et l'OM qui n'hésitait pas à balancer, mais on balançait pas pour balancer parce qu'on n'avait aucune idée, on balançait parce que derrière, on savait qu'il y avait du 1 contre 1, et je trouve que sur certaines séquences, bah, ça a magnifiquement fonctionné. Il y en a où, de par la réalisation technique, de par le stress, bah, c'était n'importe quoi, mais il y en a beaucoup où, bah, je prends par exemple la première occasion de Weah. Pour moi, c'est typiquement ce qu'il fallait faire sur ce match-là. Tu sais que Carvajal en 1 contre 1, ça va être compliqué face à un joueur qui court vite. En plus, il vient juste de rentrer. Bah, Weah, c'est un joueur d'espace. Tu le lances dans l'espace. Bah, c'est juste parfait, en fait, comme plan de jeu. Et c'est sûr que peut-être que sur cette rencontre, Samy, nous qui sommes un peu sceptiques de tout ce qu'on voit en Liga, on comprend enfin la plus-value qu'un De Zerbi peut avoir sur ce genre de rencontre, où en soi, en fait, tu as juste à passer le milieu de terrain pour avoir des occasions.
Ouais, et c'est intéressant le fait que tu parles du 1 contre 1, offensivement, et c'est et ça rejoint ce que tu viens de dire sur De Zerbi. C'est que les matchs comme ça où tu as le très gros qui affronte un petit, on en voit chaque saison et généralement, ça arrive souvent que, tu as le petit qui arrive à accrocher comme l'OM a réussi à accrocher le Real, en se basant sur une forme de discipline, on va courir ensemble, on va faire les efforts, on la connaît un peu ce remix de la Grinta et ça arrive souvent. Et je trouve que quand même, l'OM n'est pas tombé dans ça. Alors effectivement, l'OM a beaucoup couru, on a vraiment montré un visage solidaire, mais je trouve qu'on est allé au-delà de ça. On était vraiment aussi dans le truc, bah vous êtes plus fort que nous, on va pas faire que courir, on va pas faire que défendre et être discipliné et valeureux. Nous, on travaille sur une partition depuis 1 an, plus ou moins. Bah, on va vous montrer ce qu'on sait faire. Parfois, ça a marché. Il y a cette fameuse séquence à la 30e minute où qui finit sur la frappe de Kondogbia qui est très belle à voir. Parfois ça a marché, parfois ça a pas marché. Mais voilà, t'as essayé. Et t'es pas tombé dans cette caricature de la discipline, On a des joué un peu efforts. avec des armes de grands en soi, et c'est un peu le football de Roberto De Zerbi, c'est de se dire qu'avec les armes des grandes équipes, on progresse en tant que petite équipe. Enfin, en tant que petite équipe. Là, c'est sur l'échelon européen. En Ligue 1, c'est pas la même chose. Et encore une fois, moi, je trouve que ça colle un peu avec le football de De Zerbi. Pour moi, c'est l'entraîneur que j'identifie depuis le début de sa carrière. C'est il arrive à faire jouer des petites équipes comme des grandes équipes, mais toujours en étant un peu dans la configuration du petit face au fort et d'arriver à briller justement en jouant sur le protagonisme de l'adversaire et sur ton protagonisme à toi. C'est-à-dire, vu que cet adversaire-là va venir me presser, vu que cet adversaire va vouloir me poser des problèmes, bah, je vais le battre avec son jeu, en fait, avec ses arguments. Mais Euh, et, tu vois, par exemple, Ludo, je crois que tu faisais la comparaison avec Tottenham tout à l'heure. Alors moi, même si je préfère largement Igor Tudor, mais par exemple, Tottenham, c'est vraiment le scénario du match où tu es vraiment discipliné et tu fais les efforts et tu cours et tu fais en sorte de d'éteindre Tottenham de cette manière-là. Mais offensivement, c'est un peu plus timide. Là, contre le Real, t'es pas tombé dans cette caricature, t'as fait ça, mais t'as aussi fait avec ballon un certain nombre de choses que tu faisais pas sur les dernières campagnes européennes et notamment ce match de Tottenham au match aller. Justement, question toute simple, là, elle me vient en tête. Par rapport aux rencontres de l'Olympique de Marseille face à des grosses équipes en Coupe d'Europe depuis l'élimination contre le Bayern Munich en 2012, c'est-à-dire les deux dernières phases de groupe de Champions League, si on regarde les matchs face aux gros, on a eu 2 matchs contre City qui ont été assez humiliants. On a eu ces 2 matchs contre Tottenham qui ont été des grosses frustrations. Je ne sais pas si on peut dire que les matchs contre Francfort et Porto étaient des gros matchs. Vous le classez comment, ce match de l'Olympique de Marseille face au Real, avec du recul, juste pour mesurer un peu l'évolution? Match sérieux qui est le meilleur de tous. Ludo, toi, tu le vois comment? Oh, moi, je pense qu'il doit forcément être en haut au niveau de la performance. De toute façon, on ne peut pas réellement se baser sur des résultats parce qu'on ne les gagne pas, ces matchs-là. Donc, Hmm. forcément, le classement, ça va être surtout quasiment que des défaites. Et puis, on joue sûrement l'une des meilleures équipes parmi celles que tu as pu citer aussi. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y avait ce contexte-là et que tu viens jouer au Bernabeu pour pas mal de joueurs aussi qui étaient nouveaux. Donc, avec tout ça, Exactement. je pense que c'est vraiment quand même un bon match, même si c'est dur de le dire quand on perd, surtout vu le scénario. Mais je pense que l'OM a fait un bon match. Et effectivement, par rapport aux rencontres que tu as pu citer et aux performances de l'OM en Ligue des Champions, je pense que c'est un match sur lequel il faut se baser et qui peut effectivement être en tête de liste. Exactement, c'est vrai que tu as apporté un point, ce qu'on n'arrive même pas à souligner, tant c'est habituel à l'Olympique de Marseille. Mais là, en regardant le 11 de départ, ne serait-ce qu'en défense, on a 3 recrues sur 4. Au milieu de terrain, bon, c'est là où on avait une base, mais un Kondogbia, il jouait pas au milieu de terrain l'année dernière, donc c'est là où on peut se dire qu'il y a quand même eu de la nouveauté. En attaque, on a quand même 3 recrues qui sont nouvelles sur 4. C'est quand même un OM assez neuf, qui n'a pas beaucoup joué ensemble, qui n'a pas non plus beaucoup évolué dans cette configuration. Truc tout bête, mais Medina, c'était son premier match en tant que central gauche. Emerson, premier match. Pavard, premier match à droite, il avait joué central droit, il me semble, sur le match précédent. Et encore une fois, Kondogbia Højbjerg, c'était leur première association. Donc voilà, globalement, si on veut être un peu chiant, on peut apporter de la nuance sur ces 15-20 premières minutes, mais je pense que quand même le constat global sur cette rencontre, c'est que c'est une rencontre positive pour l'Olympique de Marseille. Bien évidemment, si ces 10 dernières minutes, ces 15 dernières minutes avaient été différentes et qu'on serait allé égaliser après ce penalty inexistant ou qu'on aurait conservé le résultat. Et je pense vraiment, là, moi, c'est encore un point que je reproche à cet Olympique de Marseille, c'est de ne pas savoir gérer les résultats et gérer ses momentum. J'ai l'impression que l'OM, dès qu'on se dirige vers un match nul, bah, c'est qu'on va perdre parce qu'on n'arrive pas à se dire, à mettre les moyens à notre disposition d'aller remporter la rencontre. C'est-à-dire que Egan Riley, quand il a une passe en profondeur à faire, il préfère revenir en arrière. Pareil pour Vermeuren.
Et derrière, défensivement, tu sais pas pourquoi, bah, tu sens que tu vas le prendre le but à un moment. Et c'est une constante quand même de l'Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi, cette difficulté de savoir faire des matchs nuls. Et autant en Ligue 1, faire match nul à Reims, quand tu as été mené 3-0 ou quand il y a 0-0 et que tu n'arrives pas à te créer de situation, bon, à la fin du match, tu peux dire quand même le match nul, c'est un scandale. Le Real, ils ont beau être à 10 contre 11, à la fin du match, s'il y a match nul, on signe, quoi. C'est comme un classico. On préfère faire match nul et prendre un point plutôt que de perdre. Et surtout que c'était inespéré. Donc moi, c'est un petit point que je reprocherais à cet Olympique de Marseille. Petite question pour la suite de la campagne européenne. Est-ce que ça change vos ambitions? L'OM a quand même bien négocié le match le plus compliqué, aurait même pu le gagner. Est-ce que Ludo, toi, après ce match, tu dis, bah, on va en fait là maintenant, il faut absolument sortir de la poule, sinon, enfin de la phase de ligue, sinon c'est un scandale. Ah, mais moi, j'étais toujours dans cet état d'esprit-là. Je pense qu'avec les moyens mis en place, le projet aussi que veut mettre en place le club, ce serait scandaleux, tu as utilisé ce terme, je suis assez d'accord, ce serait scandaleux d'être éliminé et de ne même pas goûter au barrage. Et tu as parlé du match du Real. Moi, clairement, ça me conforte dans cette idée-là, parce que voilà, c'est un match cohérent. Beaucoup d'observateurs, et je pense que même pas mal de supporters marseillais s'attendaient à ressortir avec un 3 ou 4-0, comme a pu en parler Samy en début d'émission. Et au final, voilà, bien sûr, tu as 0 point, mais tu gardes quand même quelque chose de ce déplacement à Madrid et t'en sors quand même grandi. Et on verra si ça peut aussi avoir un petit impact sur le match de dimanche qui, voilà, ce serait également une très très grosse adversité, sûrement même une plus grosse adversité que le Real Madrid. Samy, le top 24 est-il obligatoire pour l'OM? Je pense que. Est-ce qu'il était obligatoire de base pour toi? Bah, avant le match, oui, il était, enfin, pas obligatoire, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, il était envisageable, j'ai envie de dire, et il est toujours autant envisageable. Après le match, pour moi, c'est intact. Par contre, il faut faire attention. Euh, Là, ce match, pour moi, je le vois vraiment comme une arme à double tranchant. Ça veut dire que tu as fait ce match-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, t'as pas pris une rouste et c'était probable que ça arrive, tu ne l'as pas pris. Mais du coup, maintenant, ça élève le curseur à un certain point où, tout à l'heure, je parlais d'exigence. Dans 2 mois, tu vas aller à Bergame ou à Lisbonne ou à Bruges. Non, non, pas à Lisbonne, à Bruges et à Bergame. Si là-bas, t'es timide comme tu l'as été sur les 20 premières minutes au Bernabeu, ou si t'oses pas, ou si t'as les gens Avec qui une équipe un peu tremblent, plus équilibrée en face sur les 90 minutes qu'une équipe qui va mettre une grosse intensité et qui va voilà. baisser. Et surtout parce que bah, tu auras connu le Bernabeu 1 mois avant et que tu auras eu du vécu entre-temps et des choses et tu auras travaillé, là je serais beaucoup plus intransigeant et sévère avec cette équipe. Et c'est pour ça que je dis bah, qu'il y a une marge de progression et que la qualification elle est toujours aussi envisageable, mais uniquement si tu arrives à capitaliser très bien sur ce match du Real et sans te mentir à toi-même, parce que Ariles t'a beaucoup mis le curseur sur les points négatifs. Il faut pas que, et je pense que De Zerbi et son staff ne vont pas tomber dans ça, faut pas que eux ne voient que le positif et aussi se disent bah effectivement comme tu l'as dit toi Ariles, il y a quand même quelques points négatifs et il faudra revenir dessus, il faudra vraiment travailler dessus. Mais je pense qu'il est pas dans ça parce que dans sa communication d'après-match, on en a parlé dans le débrief avec Kylian, je trouve qu'il avait dit une phrase en conférence de presse, il avait dit on a perdu, du coup c'est pas un bon match. On sait qu'il le pense pas une seconde, mais Il je a, trouve il a, qu'il est il a quand vraiment... même insisté sur les 15-20 premières minutes Oui, au micro de CBS Golasso en disant qu'il y avait clairement un manque de caractère et que l'équipe n'avait pas joué comme il le souhaitait et que l'équipe avait eu trop peur du Bernabeu. Et ça, mais je sur ça, pense qu'il je est... trouve que quand même insister là-dessus, alors que tu aurais pu dire on a tenu tête au Real Madrid, comme par exemple Pavard l'a dit, ça montre qu'il a quand même eu un certain recul sur cette rencontre, tu vois. Ouais, mais je pense que surtout, il essaye vraiment de dégonfler. Je pense qu'il est assez content du match de son équipe sur la globalité, mais je pense que par cette communication, il essaye peut-être de dégonfler les têtes et il veut pas que ses joueurs se disent, bah, parce qu'ils sont pas bêtes, il veut pas que ses joueurs se disent, bah voilà, on a fait un gros match au Bernabeu, c'est bon, on est arrivé. Je pense vraiment qu'il essaye de faire en sorte que les mecs restent un peu humbles et ne pas trop avoir le melon qui pousse, quoi. Justement, l'Olympique de Marseille, sur les 3 prochaines rencontres de Champions League, a selon moi la série la plus abordable de cette phase de Ligue. L'Ajax au Vélodrome, le Sporting à Lisbonne, le Sporting qui est en train de s'imposer actuellement 1-0 contre Keirat à domicile, le Sporting qui compte un certain Luis Suarez dans ses rangs, et puis l'Atalanta qui a joué face au PSG et qui a pris une rouste. Moi, je disais dans la preview dans la preview tirage que l'Atalanta, c'était plus l'Atalanta de Gasperini, malgré le fait qu'ils avaient encore des individualités, et qu'il fallait pas s'attendre au même adversaire qu'on avait eu il y a un an en Ligue Europa, et que c'était pas non plus une raison pour les prendre de haut, mais juste pour se dire qu'il faut prendre les 3 points sur ce match. Vous vous attendez à quoi sur cette série de 3 matchs? Moi, personnellement,
je pense qu'on peut viser les 9 points, sans être arrogant. Et je pense que l'objectif de l'OM sur cette série, ça doit être les 9 points. Ludo. Alors, je suis assez d'accord que l'objectif doit être les 9 points. Après, je pense que si tu t'en sors avec 7, c'est déjà excellent en fonction aussi du match à l'extérieur qui sera peut-être un peu plus compliqué. Mais moi, ce que j'aimerais déjà, c'est que l'OM remporte ses 3 premières rencontres à domicile. Même si Newcastle ou Liverpool, forcément, ça va être quelque chose de difficile. Mais déjà, si tu arrives à gagner chez toi, tu t'offres quand même la possibilité d'aborder les matchs à l'extérieur plus facilement. Viser les 9 points, je pense que ce n'est pas quelque chose de trop ambitieux. Je pense que l'OM se doit d'être ambitieux aussi dans cette Ligue des Champions, et notamment, comme vous avez pu en parler depuis quelques instants, avec ce match contre le Real Madrid, qui doit donner aussi de bonnes idées aux Marseillais avant les matchs importants qui arrivent en Ligue des Champions. Samy, le match le plus compliqué sur le papier a peut-être été négocié. Qu'est-ce qu'on attend pour la suite, et notamment pour ces 3 matchs? Et puis, tu as dit que tu allais être un peu plus regardant sur le match contre Liverpool et sur le résultat. Globalement, tu attends quoi de cette campagne de Ligue des Champions? Il reste 7 matchs et l'OM n'a pas été ridicule, contrairement à une équipe qui en a pris 4 à Bruges. Oui, bah, que tu fasses bah, d'ailleurs, je pense que Bruges, c'est le dernier match. Je pense que ça va être une vraie finale parce que, vu ce qu'ils ont montré cet après-midi, je pense que ce sera une équipe qui va se battre jusqu'à la fin pour, les barrages. Donc, ce match-là, il va être assez tendu et je le vois vraiment comme une finale, mais ça sera au mois de janvier, c'est loin. Mais là, pour l'Ajax, Sporting et l'Atalanta, bah, c'est de faire, je vais pas être original, hein, mais c'est de faire le plein de points. Comme l'a dit Ludo, si tu t'en sors avec 7 sur 9, moi je signe tout de suite. Euh, Faire en sorte que bah, tu arrives à Anfield avec le moins de... Anfield, je crois, c'est en janvier aussi, avec le moins de pression possible sur le résultat. Et c'est parce que tu auras le moins de pression possible et parce que tu auras engrangé des points auparavant que ça te permettra de faire un match là-bas assez décomplexé. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, bah, j'ai pas envie que quand on arrive là-bas, on montre le même visage qu'on a montré à Madrid sur les 20 premières minutes. Mais il faudra vraiment faire en sorte d'arriver là-bas avec le moins de stress, de pression possible, et surtout s'offrir cette fameuse finale, parce que je pense que ça va être le scénario, à Bruges au mois de janvier. En parlant de Bruges et du Sporting, ce sont les 2 dernières équipes à s'être qualifiées dans le classement général la saison passée. 11 points pour ces 2 équipes, à l'instar de Manchester City. On peut dire que la barre de qualification, globalement, elle est à 12 points. L'OM n'a pas pris de points à Madrid, mais l'OM pourrait globalement en prendre 9 sur cette série et pourquoi pas en prendre contre Saint-Gilloise. Donc 4 victoires et on serait qualifié pour la phase suivante, pour les barrages. Bah, on espère que ça. Hein. Lille, l'année dernière, a commencé par une défaite au Sporting. Nous, on commence par une défaite à Madrid où on avait beaucoup plus de chances d'accrocher un résultat si on regarde la physionomie du match que Lille la saison passée. Donc voilà, à voir pour la suite. On a parlé globalement collectivement, mais quand je vous ai demandé des points positifs de cette rencontre, vous m'avez parlé d'individualité. Et Ludo, tu as parlé d'un nom en premier, nom que tu souhaitais voir titulaire face au Real Madrid, nom qui a provoqué le premier pénalty du Real, mais qui nous a sorti quand même une performance de patron. C'est Geoffrey Kondogbia. Kondogbia, gros match comme contre Lorient, tu l'avais souligné. Bon match contre Madrid, peut-être un des meilleurs Olympiens, notamment peut-être le meilleur au milieu de terrain quand on voit le match de son compère Pierre-Emile Højbjerg. Bah, quelle suite donner à la saison de Geoffrey Kondogbia, Ludo? Pour toi, est-ce qu'aujourd'hui, il est plus qu'un remplaçant actuellement dans l'effectif de l'Olympique de Marseille au terme de ces 2 rencontres? Bah après, déjà, bon match ou pas, je sais pas, parce que la Provence, tu as mis 3, donc peut-être que c'était peut-être pas un si bon match que ça, mais non, pour revenir sur son rôle à jouer, c'est vrai que c'est un joueur qui a eu pas mal de difficultés, notamment lors de sa première saison, mais c'est un joueur sur qui tu peux compter, je pense, sur les gros matchs, et c'est quelque chose qu'il a montré aussi depuis qu'il est arrivé. C'est un profil aussi que tu n'as pas, un profil très très fort physiquement, très intéressant à la récupération. Il a récupéré beaucoup de ballons contre le Real. Sur l'impact physique, personne ne rivalisait avec lui, à part évidemment peut-être Aurélien Tchouaméni. Mais c'est un joueur, voilà, comme j'ai pu le dire, qui a un profil différent et qui peut apporter beaucoup aux côtés d'un joueur peut-être un peu plus technique. Je pense par exemple à Vermeuren, à Angel Gomez par exemple. Il pourrait aussi être aux côtés d'un Højbjerg sur des matchs un peu plus compliqués comme ça a été le cas contre le Real. Donc je pense que c'est un joueur qui t'offre des possibilités différentes au milieu de terrain, avec un rôle aussi de patron du milieu de terrain qu'on a des fois un petit peu perdu, notamment avec un Højbjerg qui ne semble pas assez prendre le lead, je trouve, au milieu de terrain quand il est associé à un autre joueur que Kondogbia.
Samy, moi, je sais que tu n'es pas le plus grand fan de Kondogbia et que tu as un peu du mal avec le fait que RDZ insiste sur lui. Maintenant, je pense que tu vas pas quand même nier le fait qu'il a fait une prestation intéressante du côté du Bernabeu. Moi, il y a un point que je trouve intéressant chez lui. Encore une fois, c'est vrai que son manque de mobilité, on va dire, sur les transitions défensives peut un peu m'énerver parce que j'ai l'impression qu'il traîne une caravane, mais je trouve que c'est un point commun qu'il a un peu avec Pierre-Emile Højbjerg, c'est que tu as des milieux pas forcément mobiles. Après, j'ai l'impression que De Zerbi, c'est un peu ce qu'il veut, notamment avec Ballon, d'avoir 2 points fixes, 2 joueurs très, enfin, on va dire costauds physiquement et assez puissants. Et c'est ce que De Zerbi avait prévu la saison passée. On se rappelle que la saison passée, on commence avec Højbjerg Kondogbia jusqu'au recrutement de Rabiot et jusqu'au retour de Valentin Rongier. Donc finalement, on a un peu vu le double pivot que De Zerbi prolongeait à moyen long terme à l'Olympique de Marseille. Moi, je le vois une grosse qualité, au-delà du fait que défensivement, je le trouve un peu plus fiable que ce qu'on a actuellement, c'est le fait de verticaliser, contrairement à Højbjerg. Et je trouve que Kondogbia a quand même une tendance à beaucoup plus verticaliser que Højbjerg, notamment au niveau du jeu long. Et là, je renvoie vers une ouverture qu'il fait sur Timothy Weah à un moment qui est très intéressante, ou même à l'ouverture sur le penalty provoqué par Amir Murillo contre Lorient. Ouais, c'est vrai. Alors, je vais quand même revenir sur un truc que tu as dit, parce que je suis pas d'accord et peut-être qu'on va débattre. Mais justement, et c'est pour ça que je trouve que cette paire Højbjerg-Kondogbia, elle est complémentaire, parce que je trouve que Højbjerg est un meilleur récupérateur dans l'absolu, mais il a ce profil où il paraît un peu plus lourd. Et quand tu sais que c'est un OM qui défend beaucoup plus sur des transitions que sur des attaques placées, il a du mal à venir casser des attaques qui sont déjà en cours. Alors que Kondogbia, il a un morphotype, je trouve, il est un peu plus fin, un peu plus vif, qui lui permet de venir casser un peu des attaques. Tu trouves pas un peu lourd quand même? C'est-à-dire Alors c'est peut-être le fruit. Qui va presser haut, notamment la capacité à se retourner, à revenir en arrière. Je trouve que quand même, on n'est peut-être pas sur un milieu très. Par exemple, Rongier, sur ça, je le trouve. Après, c'est un autre profil physique, mais je le trouve très mobile, tu vois. C'est justement ça. Je trouve que Højbjerg, pour aller presser, pour aller venir chipper des ballons dont les pieds en 1 contre 1, il est beaucoup plus intéressant. Mais pour venir casser des attaques qui sont déjà en cours, tu parlais de caravane pour Kondogbia, moi c'est plutôt pour Højbjerg que je vois ça. Ah, mais Højbjerg aussi, hein, mais Højbjerg limite un peu plus. Mais je trouve que dans le athlétiquement, il dégage pas la même chose. Je trouve que Kondogbia, et ça se voit au morphotype, il a beaucoup plus. Alors peut-être que ce que tu dis, c'est peut-être le fruit des blessures et qu'il a perdu un peu plus en mobilité. Ça, c'est probablement vrai. Mais je trouve que dans l'absolu, quand tu regardes le morphotype du mec, tu te dis. Et j'ai vu des fautes à Madrid, hein, en première mi-temps notamment, où il vient casser il vient faire ce qu'on appelle, enfin, ce que les gens aiment bien appeler des fautes intelligentes, où il vient, voilà, casser la transition qui est déjà en cours. Et ça, je le vois assez rarement de la part de Højbjerg. Et je trouve que là-dessus, ils sont complémentaires. Et je te rejoins totalement quand tu dis que il apporte beaucoup de la verticalité, mais notamment balle au pied. Parfois, moi, il me surprend. T'as l'impression qu'il surprend même ses adversaires parce que même eux ne s'attendent pas à ce que Kondogbia fasse ça. Quand il se retourne avec ses compas et que derrière il part sur 2-3 mètres balle au pied et qu'il réussit à la glisser, t'as l'impression que c'est Yaya Touré Prime. Mais en fait, ces matchs sont difficiles à juger parce que moi je le disais dans le débrief. En fait, Kondogbia, il fait que des dingueries. Il fait des dingueries positivement, il fait des dingueries négativement. Il fait des dingueries, comme je l'ai dit, balle au pied, où t'as l'impression il fait des trucs zidanesques. Et pareil, il y a une perte de balle qui peut vraiment nous coûter cher en première mi-temps, où il te fait vraiment il rate complètement une passe sur Greenwood, je crois, à un moment. Exactement, c'est celle-là. Il te fait des dingueries, mais dans tous les sens. Donc, finalement, mais moi, pour la complémentarité avec Højbjerg, s'il est fiable et si physiquement il ne chute pas, moi j'ai envie de le revoir parce que j'ai l'impression que là il a réappris vraiment à rejouer au football comme on l'a connu dans ses précédents clubs. Malgré le penalty, il nous fait quand même une prestation du coup satisfaisante, contrairement à Højbjerg, que moi j'ai trouvé en dessous pendant tout le match. Peut-être à part à la fin. Je trouve notamment avec Ballon aucune présence. Pour quelqu'un qui est le vice-capitaine de l'équipe, je trouve ça assez dérangeant. Aucune proposition. Avec Ballon, je l'ai trouvé encore une fois très neutre. Globalement, j'ai l'impression que le Danois, depuis le début de saison, et même depuis la prépa, n'est plus le joueur qu'on avait vu au début de saison dernière, où vraiment tous les ballons passaient par lui, où il n'hésitait pas non plus à également apporter de la verticalité. Et j'ai l'impression que c'est un joueur qui a surinterprété le jeu de Roberto De Zerbi et qui a surinterprété son rôle de relais du coach sur le terrain. On en parlait l'année dernière, il y avait une importance d'avoir un joueur comme ça dans l'équipe parce qu'il replaçait tout le monde. Mais quand tu es sur un match au Bernabeu en Ligue des Champions et que tu fais pas acte de présence au milieu de terrain et que c'est Kondogbia qui prend tous les risques, et limite, tu as l'impression que lui est vraiment coach adjoint, mais sur le terrain. Ouais. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans son rôle de coach adjoint et il oublie son rôle de joueur. Moi, Ludo, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais aujourd'hui, quand je regarde le double pivot, je parlais de Kondogbia,
mais je trouve ça dramatique que Kondogbia m'apporte plus de certitude dans un match comme ça que Pierre-Emile Højbjerg. Ouais, je suis complètement d'accord. Et pour revenir à ce que tu disais avec le fait d'être coach adjoint, c'est vrai qu'en plus du stade, on peut un petit peu se focaliser aussi sur le joueur. Et c'est assez impressionnant, son jeu de bras, en fait. Parce qu'en fait, il passe son temps au milieu de terrain à guider un petit peu tout le monde. Et parfois, comme tu as pu le dire, peut-être à oublier de jouer aussi au foot. Et c'est assez perturbant de voir ça, parce que tu as parlé de leader, mais c'est vrai que Pierre-Emile Højbjerg fait partie des leaders de l'Olympique de Marseille. Je veux bien que ce soit un joueur proche du coach, et ça peut être aussi intéressant. Tu as pu parler de la première saison, parce que c'est vrai, c'est un football assez différent, ce que demande Roberto De Zerbi par rapport à un coach plus classique. Maintenant, je pense que c'est un joueur qui doit aussi se remettre dedans et ne pas non plus passer son temps à voilà, faire des gestes, etc. Et peut-être plus prendre le ballon et jouer avec responsabilité. Et je trouve qu'il a trop tendance un petit peu à déléguer son rôle aux joueurs autour de lui, sans prendre justement lui ses responsabilités pour être un milieu de terrain plus intéressant qu'un simple milieu de terrain classique. Beaucoup ont critiqué les cadres après l'affaire Rabiot en disant que les cadres de l'OM n'assumaient pas forcément sur le terrain. Højbjerg, on voit, c'est un joueur qui se plaint très régulièrement, mais c'est un joueur dont on pourrait se plaindre aussi très régulièrement. Est-ce qu'il ne va pas commencer un peu à avoir l'image du cadre déconnecté de la réalité? C'est-à-dire celui qui pense toujours que vu qu'il est vice-capitaine, vu que De Zerbi l'a mis sur un certain plan, que Benatia aussi, de par son exigence au quotidien, le professionnalisme qu'il a apporté, il faut aussi le dire, ses performances sportives sur la première saison, qui sont les 3/4 du temps bonnes, voire très bonnes. Moi, j'ai un peu cette peur-là, j'ai un peu la peur du joueur en fait qui arrive à un moment dans le projet où, vas-y, on se disait que c'était un peu une recrue inattendue par rapport au fait qu'on n'était pas en Coupe d'Europe, mais qui très rapidement est en train de se déconnecter. Il y a une claire déconnexion entre son statut et son niveau. C'est-à-dire un joueur comme Geronimo Rulli, bah, il a été très impressionnant sur les 6 premiers mois. Il a peut-être eu une petite chute sur la deuxième partie de saison, mais hier, il y a 2 jours au Bernabeu, il te sort une perf historique. Tu prends, je sais pas, Rabiot. Rabiot, il a peut-être eu aussi des petites baisses, mais c'est quelqu'un qui a toujours assuré sportivement sur le terrain. Et le fait d'avoir cette petite déconnexion entre son statut et ses performances, moi, j'ai peur qu'on rentre très rapidement dans ce qui était reproché à certains cadres du côté de l'OM après l'affaire Rabiot, c'est-à-dire des gens qui ont une grande gueule, qui se basent sur leur vécu, mais qui ont tendance à oublier ce qu'ils doivent encore accomplir. Et moi, honnêtement, je me pose des questions sur le double pivot, en fait. Parce que Samy, tu dis tout à l'heure que tu aimerais bien revoir Højbjerg Kondogbia. Moi, Højbjerg, je me demande si à un moment, il va pas falloir lui montrer le chemin du banc aussi. Alors ça, je pense que ça n'arrivera jamais parce que moi, de ce que je vois de l'estime que lui porte De Zerbi, je n'imagine pas une seule seconde le faire sortir Højbjerg Il a mis du Greenwood 11. à un Alors moment. après, pardon? Il a mis Greenwood à un moment sur le banc. Oui, mais je pense vraiment qu'il porte pas les deux joueurs de la même manière dans son cœur. Je pense vraiment que Højbjerg, il le voit vraiment comme bah il a le don de dire que c'est tous ses enfants, mais je pense que lui c'est vraiment son fils. Mais après ça peut arriver, mais moi j'y crois pas. Par contre, bah, après moi je suis pas forcément trop d'accord parce que je trouve que moi j'ai aimé sa première mi-temps en fait. Moi je trouve que sur en fait il est si t'as sorti la tête de l'eau après les 20 premières minutes, je trouve que il fait partie de ces joueurs qui t'ont apporté un peu plus de maîtrise et un peu plus de calme. Alors effectivement, 99% du temps, on lui reproche et on dit qu'il tombe dans la caricature et c'est vrai. Mais je trouve que là, sur ce match, t'en avais besoin. T'avais besoin de ce rôle de calmez-vous les gars, ça va bien se passer. Et je l'ai vraiment vu de la part de Højbjerg en première mi-temps. Il a chuté ensuite, je suis d'accord, mais je trouve qu'on est assez sévère sur son match parce qu'il a apporté ce qu'il devait apporter. Maintenant, je suis d'accord avec vous. Il est dans la caricature de son rôle, il est dans la caricature de lui-même, mais c'est pas pour faire une fixette. Mais moi, je pense pas que Højbjerg il est arrivé à l'OM en se disant je vais faire ça. Si Højbjerg il fait ça et qu'on connaît la relation qu'il a avec De Zerbi, Est-ce moi qu'il n'a pas surinterprété du coup ce football? oui, mais c'est ce que je dis tout le temps. En fait, c'est pas que en fait ça symbolise tout ce qu'on dit sur cette équipe depuis un an qu'on dit qu'elle a du mal à se comment dire à sortir du cadre que lui fixe le coach. Ce que De Zerbi veut notamment, tu as vu cette information Oui, d'RMC Sport, De Zerbi veut que les gens sortent du cadre. Et en soi, c'est assez, encore une fois, édifiant. Quand il reste 15 minutes de jeu, De Zerbi est comme un fou sur son banc à leur dire avancer, attaquer, etc. Et en fait, c'est là que tu te dis, mais en fait, les mecs ne se parlent pas. Parce que ça fait un an qu'on voit De Zerbi s'agiter sur les fins de match sur son banc quand l'OM fait nul ou quand l'OM perd. Tu vois que le mec, il leur demande d'aller plus vite. Et eux le font pas. Donc à un moment donné, il y a dans la communication, je sais pas, peut-être que lui ne met pas assez d'eau dans son vin quand il leur transmet cette passion du contrôle qu'il a et que je ne lui reproche pas. Mais peut-être que ces joueurs le prennent trop au pied de la lettre. Mais moi, je trouve vraiment que dans la communication,
y a un problème. Soit lui est trop, je sais pas, peut-être qu'il leur dit, qu'il leur a vraiment beaucoup trop transmis cette obsession du contrôle et qu'il a pas assez tempéré dans sa communication. Soit c'est ces joueurs qui reçoivent le message de manière trop brute. Mais en tout cas, il y a un problème entre les 2 et c'est très contradictoire ce qu'on voit de son body language sur les matchs et de ce que son équipe montre. On voit clairement que lui, il est pas content de ce que son équipe montre, mais à un moment donné, quand ça fait 1 an, quand on voit les mêmes choses et qu'on voit Højbjerg se comporter comme ça, pour moi, c'est symbolique. Est-ce que c'est pas une évolution qui arrivera un peu sur le moyen long terme, comme on a pu l'avoir par exemple avec le PSG de Luis Enrique, où la première saison il y avait beaucoup de contrôle, et la deuxième saison justement il y avait du contrôle, mais il y avait de la folie dans le contrôle, et il y avait du dépassement de cadre. Alors peut-être c'est parce qu'ils avaient les individualités aussi pour le faire. Je pense que c'est un des chemins et un des gros apports, c'est les recrues que tu vas faire sur le mercato, par exemple en défense, qui vont permettre d'assumer ça. Pavard avec ballon, Medina avec ballon, les joueurs que tu es allé chercher devant, le disque que tu es allé chercher. Mais c'est vrai qu'il y a aussi collectivement un changement d'attitude et aussi une adaptation aux situations des rencontres qui est censée se réaliser. En parlant de la rencontre, il y a un joueur qui a marqué ce match, c'est Timothy Weah, premier buteur de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions cette saison, servi par Mason Greenwood. Weah qui a réalisé une prestation de très haut niveau, quasiment rien à se reprocher. Il aurait pu même mettre un doublé, voire même plus, parce qu'il a eu quand même des situations assez intéressante. Hein. Il y a eu un moment où il rentre dans l'axe et il frappe enroulé et ça passe au-dessus de la barre de Courtois. Il me semble qu'il frappe encore une autre fois d'assez loin. Juste Euh, après le but, ouais. Exactement. Et en fait, on a eu un Wea qui a été clairement dans son élément. Beaucoup d'espace, beaucoup de situations 1 contre 1. Et on sait que c'est un recrutement sur lequel beaucoup ont tapé à cause du prix. Mais est-ce que justement, c'est pas un recrutement qui se justifie lorsqu'on est dans ces configurations, Ludo? C'est-à-dire lorsqu'on est vraiment sur des matchs où il y a de l'espace et du 1 contre 1. Ah, absolument. Et puis, franchement, quand j'ai vu, par exemple, tu en as parlé aussi un petit peu, l'entrée de Carvajal, je me suis dit: «Mais c'est absolument parfait, pour un Timothy Weah sur le côté» et moi, j'ai vu beaucoup de supporters un petit peu criser. Bon, après, c'est les supporters sur Twitter, est-ce qu'on peut vraiment les écouter? Je sais pas. Mais beaucoup criser quand ils ont vu la titularisation de Timothy Weah et au final, forcément, retourner leur veste après sa prestation. Mais c'est un joueur, on l'a dit, très polyvalent, mais c'est un joueur qui a beaucoup de qualités. Je pense forcément des qualités de vitesse qui ont trop souvent manqué à l'Olympique de Marseille. Et quand tu peux faire ce genre de match dans ton plan de jeu à Madrid, c'est un joueur vraiment intéressant et qui a fait tout ce qu'il a pu. Tu as parlé de cette frappe juste au-dessus. Je pense qu'elle a fait aussi pas mal de bien à ce moment-là du match, parce que ça a aussi rappelé au Real Madrid qu'on est capable aussi d'être dangereux. Et ça a mis aussi un petit peu plus en confiance, je pense, ses coéquipiers. Et puis quand on voit la course assez impressionnante qu'il fait sur le but, on sent toute son ambition et son envie aussi de réaliser des gros matchs. Il a parlé un petit peu plus tard après le match que c'était un rêve pour lui de jouer à Bernabeu. Espérons que ce soit un rêve pour lui de jouer à Saint-Symphorien, au Stade Vélodrome et aux autres stades pour refaire ce genre de performance. Mais c'est vrai qu'il a été très intéressant et puis le but est vraiment, vraiment magnifique parce que voilà, il fait cette course intelligente. Il va pas forcément courir sur le côté gauche de Greenwood. Il fait un appel pour être servi et pour ensuite se retrouver pour marquer un but. Et derrière, il finit parfaitement. Donc oui, très bon match de Timothy Weah sur ce côté gauche. Il avait eu un petit peu de mal, je me rappelle, lors du premier match, il me semble, contre Rennes, où il n'avait pas fait forcément une très bonne prestation sur ce côté-là. Là, vraiment, en tant qu'ailier gauche, je trouve qu'il a fait vraiment un très très bon match. Est-ce que c'est pas l'anti-Luis Enrique en y pensant? Dans le sens où tout ce que Luis Enrique ne savait pas faire parce qu'il n'avait pas le tempérament de le faire, c'est-à-dire des trucs tout bêtes, courir, jouer en fait sur ses qualités d'ailier rapide et puissant. Luis Enrique avait des qualités de vitesse et des qualités de puissance, mais jamais à l'Olympique de Marseille, on l'a vu être un joueur hyper vertical qui va juste prendre son espace, courir, provoquer un contre un et frapper. Là où Wea a vraiment ce côté, et je pense que c'est une qualité chez un joueur de foot, une simplicité. C'est-à-dire, moi, mon rôle, c'est courir, avaler de l'espace, jouer le 1 contre 1 et frapper. Alors oui, quand je vais tomber sur un bloc bas et je vais pas avoir d'espace, je vais servir à rien. Ça a été le cas notamment face au Paris FC. Mais lorsque je vais avoir de l'espace, et on sait que le football de Roberto De Zerbi, l'idée c'est de se créer de l'espace entre la ligne du milieu de terrain adverse et la défense adverse et se créer beaucoup d'espace, d'avaler cet espace. Et c'est là où, encore une fois, je trouve que, moi je le disais quand il est arrivé, hein, moi je trouvais que c'est un joueur qui a des qualités très simples. Et moi, ça ne m'étonnerait pas qu'un joueur comme ça, dans 2 ans, tu revendes 30 millions d'euros en première ligue parce que c'est des qualités simples, mais en même temps, en même temps déséquilibrées, mais qui sont valorisées dans le football actuel et dans le football moderne. Euh, courir dans de l'espace, prendre le ballon, dribbler ton vis-à-vis et aller marquer, bah, il n'y a pas beaucoup d'ailiers non plus qui savent le faire. Typiquement, un Paixão, je pense
que dans la même configuration, c'est plus compliqué parce que là, on est plutôt sur un joueur qui va coller la ligne, qui va vouloir rentrer sur son pied droit, qui va, lorsqu'il va avoir le ballon, temporiser. Et ouais, je trouve qu'on est vraiment sur ce genre d'espace, ce genre de transition qui a des défauts, hein, clairement. Des défauts, il en a énormément et c'est ce qui fait qu'il est à l'Olympique de Marseille et qu'il n'a pas pété au PSG ou qu'à la Juventus, ils ne l'ont pas gardé. Mais en termes de qualité, et encore plus dans un Olympique de Marseille où tu as vraiment un panel assez large de joueurs, tu as Ahmed Junior Traoré, tu as même Gouiri sur le côté, Aubameyang, Paixao, bah, avoir ce profil, que ce soit pour le côté droit ou pour le côté gauche, franchement, je trouve que c'est super. Et dans ce genre de configuration, moi, j'ai été conquis par le recrutement. Encore une fois, je trouve que le prix est trop élevé, mais le profil, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Samy, il fait totalement sens. Ouais, je trouve qu'il apporte une fraîcheur qui manquait à cet OM de Zerbi, une grosse débauche d'énergie. Alors peut-être que ça peut faire un peu caricatural, mais on en avait besoin. T'as bien fait de faire l'analogie avec Luis Enrique. C'est vraiment l'anti Luis Enrique. Euh, il joue sur ses qualités en fait. Il s'invente pas une vie. Il joue pas de rôle. Il sait ce qu'il sait faire. Il sait ce qu'il ne sait pas faire, et ça lui permet d'être plus efficace derrière. Et cette action, comme tu l'as dit Ludo, elle fait énormément de bien parce que c'est la première action où tu sors vraiment la tête de l'eau et où tu montres au réel que tu peux être dangereux. Et d'ailleurs, je trouve même qu'il manque un peu plus, qu'il aurait pu être un peu plus gourmand et peut-être rentrer un peu plus avant de frapper. Mais ouais, moi j'aime beaucoup la fraîcheur qu'il apporte. Alors après, et c'est bien parce que t'avais commencé un petit peu à en parler, Ludo. Ce genre de joueur un peu titulaire bis, joueur de complément comme Emerson, comme Wea, tu vas vraiment les jauger quand il va falloir les aligner à Angers, à Metz, à Reims, parce que quand tu les mets au Bernabeu, bah tu sais que les mecs ils seront motivés, t'as pas besoin de les motiver, t'as même pas besoin de faire de Cosicdra avant match, tu sais très bien qu'il va se dépouiller. Par contre, le vendredi soir, quand il faudra jouer à Saint-Symphorien ou à Metz ou à Angers ou où tu veux, c'est là où tu vas voir vraiment ce qu'il peut apporter et vraiment s'il aura vraiment envie de se dépouiller. Et généralement, c'est là où ça fait un peu hic, quoi. Justement, dimanche, ce ne sera pas Saint-Symphorien, ce ne sera pas non plus la baie des Champs, ce sera tout simplement le Vélodrome pour le classique. Je ne sais pas quel était le match de l'année pour vous, si c'était le déplacement à Madrid, parce que Madrid, ça reste Madrid, ou si ça reste le classique. D'autant plus que ce classique, on dit ça chaque année, hein, mais il semble nous tendre les bras quand on regarde l'actualité de l'effectif du Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé blessé, Désiré Doué blessé, Joao Neves blessé, et pour moi c'est vraiment l'info qui change tout, Joao Neves, parce que je trouve qu'il nous a littéralement marché dessus sur le match de la saison passée au milieu de terrain. Franchement, Højbjerg, qui était impressionnant au début de saison, était un gamin à côté de lui. Franchement, je trouve que ces trois absences qui ne sont pas des moindres. Je ne sais pas si c'est les trois joueurs les plus importants du système du PSG, mais c'est en tout cas trois des individualités les plus importantes factuellement sur la saison passée. Voilà, on vient de jouer le Real Madrid. On va jouer le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui est affaibli, comme je viens de le dire, quantitativement, peut-être aussi qualitativement. Est-ce que c'est un match qui est plus abordable que le déplacement au Bernabeu pour vous et quelles doivent être les ambitions de l'Olympique de Marseille à l'aube de ce classique, Ludo? Ouais, moi, je pense qu'à partir du moment où tu es à domicile, tu dois avoir l'ambition de gagner, quel que soit l'adversaire. Après, c'est pas pour ça qu'il faut faire n'importe quoi non plus. On a trop souvent fait n'importe quoi en jouant le Paris Saint-Germain. Là, tu as parlé des absences. Bon, faut quand même rappeler que Paris reste avec une attaque à 200 millions, même avec ces absences-là. Moi, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. L'absence qui me fait le plus plaisir, entre guillemets, même si c'est lié à une blessure, donc on peut pas dire qu'une blessure fasse plaisir, mais c'est forcément celle de Joao Neves, parce qu'il forme quand même une paire assez impressionnante avec Vitinha depuis un certain temps maintenant, un milieu qui, on peut le dire, marche sur l'Europe depuis quelques mois, un petit peu plus même. Donc, c'est plus abordable, je pense qu'on peut le dire, oui, forcément, parce qu'il y a quand même 3 ou 4 joueurs titulaires qui ne sont pas là. Donc, l'OM doit aussi réaliser une bonne prestation par rapport à ça. Mais je pense qu'au-delà de ça, l'OM doit aussi réaliser un bon match parce que voilà, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas réussi à jouer le Paris Saint-Germain, notamment à domicile et à les battre, même s'il y a eu forcément cette victoire en Coupe de France, mais c'était un contexte quand même assez particulier. Donc l'OM doit avoir, selon moi, l'ambition de battre le Paris Saint-Germain dimanche, même si, bien sûr, je pense qu'un match nul en fonction du scénario, ce ne serait pas forcément un mauvais résultat, mais je pense que l'OM doit avoir l'ambition d'aller battre Paris dimanche. Samy? Bah, de toute façon, sur les ambitions en termes de résultats,
En championnat, tu t'es mis quand même dans une situation comptable où tu as commencé ta saison avec un mois de retard. Donc, tu as quand même une pression que, par exemple, tu n'avais pas la saison dernière. Quand tu fais un début de saison au fanfare, tu perds contre Paris, c'est pas bien grave au classement. Là, ça va quand même faire une troisième défaite en En 5 5 matchs, matchs. ouais. C'est quand même beaucoup en championnat. Quatrième en 6 matchs si on élargit le Avec la spectre, Ligue des Champions, compétitions confondues. quand tu sais que sur les 2 saisons, en Ligue 1 à 18 équipes, le podium s'est joué à 7 défaites, 9 défaites, c'est compliqué. Mais, par contre, moi je pense que la meilleure chose qui pouvait t'arriver, c'était justement de jouer le Real la même semaine que Paris parce que, alors à condition de faire un bon match contre le Real et c'est quand même ce qui est arrivé, parce que ça te permet un peu de te décomplexer par rapport au Paris Saint-Germain. Là tu vas arriver, c'est un peu toute proportion gardée, c'est comme un peu le petit jeune de la réserve qui va monter avec les pros et qui va faire une entrée en jeu et qui va marquer un but. La semaine d'après, quand il va redescendre avec la réserve, c'est bon, il est allé dans la cour des grands et normalement il a un peu plus de recul et de hauteur. Et ben là c'est pareil, t'as goûté à la Ligue des Champions, t'as goûté au Bernabeu, Tu as normalement t'es goûté peut-être moins aussi à la frustration et là, ça peut peut-être te donner encore plus de ouais. raisons d'y aller le couteau entre les dents en disant: «Je me suis fait avoir, mardi, j'ai pas pu donner une victoire historique à mes Mmh. supporters, je vais la donner dimanche au stade face en plus à un adversaire» et c'est là où je pense que l'analyse va être la plus importante. Est-ce que c'est un adversaire plus abordable que le Real? Moi, je partais du principe initialement que le PSG, c'est beaucoup plus fort que le Real, dans le sens où le projet de jeu a beaucoup plus de maturité côté parisien. Quand je parlais de pressing et de la capacité de tout un bloc à te presser haut pendant 90 minutes, pour moi, il n'y a que deux équipes en Europe que j'ai vu faire ça la saison passée. C'était le Barça d'Hansi Flick et le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Parce que moi, je pense que le PSG ne prend pas la Ligue des Champions sur son jeu avec ballon, il la prend sur son jeu sans ballon. Et que c'était juste le PSG le plus impressionnant sans ballon de l'RQSI. Et c'est pour ça qu'au match aller, ils nous tabassent. C'est pour ça qu'au match retour, bien qu'on ait réussi à exister pendant une trentaine de minutes, ils nous battent. Et là, en fait, je me dis qu'il n'y a pas le meilleur presseur d'Europe qui va recevoir son pressing d'or dans quelques. Normalement, le lendemain du match, c'est Ousmane Dembélé. Il n'y a pas non plus Joao Neves qui a aussi ce côté un peu physique où il peut un peu courir partout. Il n'y a pas Désiré Doué qui est pour moi l'alliance parfaite entre l'alliage parfait entre qualité physique naturelle et qualité technique. Je trouve que c'est un prototype du football moderne en ce sens. Et les joueurs qui restent derrière, bah, c'est des profils un peu plus marqués, je trouve. Je ne sais pas si le PSG jouera avec Gonzalo Ramos en pointe. Je n'ai pas regardé le match contre l'Atalanta. Je ne sais pas si vous avez de Il, tête qui a joué neuf. il est rentré, il a marqué, il est rentré en position de neuf. Ouais. Et qui était titulaire du coup, Gvara? Mayoulou en pointe. Ouais. Mayoulou, ok. Donc je sais que Kanguini aussi devrait être absent. Donc Donc ça c'est un joueur en moins que tu peux ça fait mettre en 50 millions de téléspectateurs en moins en Corée du Sud. Mais après, je ne sais pas si ça va changer grand-chose sportivement. Mais voilà, aujourd'hui, en tout cas, tu passes d'un PSG où la menace principale est Dembélé, Désiré Doué, à Gvara. Et pour moi, Gvara, tu vois, comparé à un Dembélé, je trouve que sur un gros match, c'est un joueur qui est plus facile à gérer qu'un Dembélé. Dans le sens où Gvara, le voir se faire éteindre sur des gros matchs de Serie A, je l'ai vu 15 fois. Tu vois. Ne serait-ce qu'à chaque fois que quand il jouait le Milan avec Naples, Calabria le tuait. Donc je vois pas pourquoi Pavard ou le joueur qui jouera sur son couloir ne serait pas capable de le faire. Mais voilà, en tout cas, les grosses menaces du PSG ne sont pas là. Et autant collectivement, il y a un socle qui fait que ça reste toujours une grosse menace. C'est-à-dire que venir te presser haut, ils arriveront toujours à le faire. Avoir une maîtrise collective et technique, ils arriveront toujours à le faire parce qu'ils n'ont pas de gros absents en défense, parce que les latéraux, ils ont les deux meilleurs latéraux du monde. Donc, toujours cette défiance qui reste par rapport au PSG. Plus généralement, si on dépasse le match face au Paris Saint-Germain, au cours de ces deux prochains matchs où on affronte deux équipes contre lesquelles on n'a pris qu'un seul point sur les 4 matchs où on les a affrontés, Strasbourg et du coup le PSG, comme je l'ai dit, si dans une semaine, on se retrouve avec une défaite face au PSG et une absence de victoire contre Strasbourg, on a parlé du nombre de défaites et du nombre de mauvais résultats. Et comme on sait que quand il n'y a pas de victoire, bon, bah, généralement, on n'a pas le choix, c'est défaites parce que les matchs nuls n'existent pas. Est-ce qu'on peut avoir un peu une situation assez compliquée symboliquement dans le sens où il y aura eu le match à Madrid, il y aura peut-être eu une prestation intéressante face au PSG, mais le bilan comptable sera catastrophique. Oui, bah, au niveau des résultats, on pourra parler de crise de résultats parce que Samy en a parlé. Au bout d'un moment, il va falloir prendre des points parce que c'est bien de juger le calendrier et de dire que telle équipe est forte et que ce sera compliqué d'aller chercher des points. Mais si en plus de ça, tu ne gagnes pas à Strasbourg, là, ça va commencer à être vraiment, vraiment compliqué pour l'Olympique de Marseille qui, en début de saison, visait la deuxième place et la deuxième place assez largement. Je pense qu'on est d'accord pour se dire que pas mal d'équipes ne se sont pas forcément renforcées pendant ce mercato. Est-ce que l'OM s'est renforcé? Pour moi, oui.
Donc, l'OM doit finir deuxième et les ambitions étaient de finir deuxième et d'aller au moins aller un petit peu titiller Paris jusqu'à un certain temps et peut-être un peu plus longtemps que la saison dernière où ça a trop peu duré. Et si là, déjà, tu commences à prendre autant de points de retard, bon, sur Paris Saint-Germain, c'est anecdotique parce que je pense qu'on ne joue pas dans la même cour, mais même sur les autres Clairement. équipes, on commence à quand même être en absence de points si jamais, là, sur les 2 prochains matchs du championnat de France de Ligue 1, on fait 0/6 ou 1/6. Je pense que même au niveau des supporters, bon, il leur faut peu pour gronder, mais là, je pense qu'ils auront ce qu'il faut pour gronder aussi, quoi. Bah, c'est ça en fait qui est tellement compliqué, c'est que j'ai l'impression que le mois d'août, on l'a un peu sous-estimé dans la perte de points qui a été réalisée, les 3 points contre Lyon, les 3 points contre Rennes. Samy, est-ce qu'on peut pas très rapidement se retrouver avec une dette qu'on ne pourra jamais rembourser, entre guillemets? Bah, après la saison elle est quand même longue, mais tu te mettrais quand même dans une situation, dans un sacré pétrin. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu les 2 saisons. La première saison, le podium, Lille et Monaco, ils étaient à 7 défaites et la saison dernière, c'est quand même assez inédit. L'OM a fini avec 9 défaites, deuxième. Mais en gros, ça va tourner à cette saison, globalement, entre 6 et 9 défaites. 6 et 8 défaites peut-être. Donc là, ça ferait que déjà, si tu perds contre Paris, ça fait déjà une troisième défaite. Strasbourg, faut aller gagner. Faudrait pas que tu arrives dans une saison où en fait, comme on l'a vécu il y a 2 ans, tu t'exploses à chaque fois en championnat et en fait ta bouffée d'oxygène, ça soit la Coupe d'Europe. Parce que quand on l'a dit suffisamment cet été, la priorité, ça reste quand même, même si on parle du top 24, bah, ça reste quand même de repartir en Ligue des Champions la saison prochaine. Et il faudrait pas que on occulte le championnat au profit de la Ligue des Champions parce qu'il y a l'Ajax, parce qu'il y a Bergame, il y a le Sporting dans quelques semaines. Ouais, l'objectif de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria n'en a pas fixé en Champions League, mais c'était le top 3 en championnat et c'est vrai qu'il va falloir quand même garder l'œil, sur tout ça. Moi, je pense que globalement, quand même, ce qu'on voit de ce 1er mois et demi de compétition, il y a des choses très positives, il y a des choses, très négatives, mais j'ai l'impression que ces choses négatives s'inscrivent dans un cadre qui n'est plus, présent. C'est-à-dire, le retard des recrues, l'affaire Rabiot, un manque de qualité, autant, intrinsèque que d'effectifs quantitativement. C'est-à-dire qu'à un moment, tu t'es quand même retrouvé à devoir aligner des défenses que tu n'aligneras pas cette saison. Donc voilà, moi je pense que ce début de saison a de quoi être sublimé sur les 2 prochains matchs. Je pense que l'OM va devoir très rapidement trouver son match référence parce que tu es quand même sur la 2e saison du projet Roberto De Zerbi et si ton match référence, il est là contre l'Ajax dans 3 matchs, c'est un peu dérangeant. Donc voilà, dimanche soir, ce serait quand même pas mal de se retrouver avec une petite victoire. Moi, j'ai toujours un rêve contre le PSG, c'est ce match-là où on va leur mettre 3-0 parce qu'on va leur marcher dessus. Et j'ai ce rêve-là depuis un Napoli-Juventus. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce match-là, où le Napoli doit gagner 4-1. C'est l'année où ils prennent le titre. Et c'est en janvier, ils jouent la Juventus d'Allegri et ils leur mettent un missile. Je ne sais pas si Samy, tu regardais un peu Naples cette saison-là, ou même Ludo, mais je crois que moi, je rêvais de ce genre de scénario, et je l'ai un peu eu après contre Paris en Coupe de France, mais on a gagné que 2-1. Et j'aimerais quand même avoir ce classico où tu leur en fous 3, quoi. Et je pense pas que ce soit une chose impossible dimanche. Je pense que tu peux aussi en prendre 3 et leur en foutre 3. Mais voilà, je veux un match où quand même on se défoule un peu. Et en fait, je veux un classico sans complexe. J'ai assez vu de complexe pendant 20 minutes contre le Real Madrid. J'ai aussi vu 60 minutes où on n'en avait pas. Je ne veux pas en voir dimanche contre le PSG. Et je trouve que ce complexe d'infériorité est souvent source des mauvais résultats qu'on a contre Paris. Écoutez, Ludo et Samy, c'était un super DLZ. J'espère que vous avez apprécié. Vous qui nous regardez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Si vous nous écoutez en podcast sur Spotify également, n'hésitez pas à nous suivre, à regarder en vidéo, c'est sympa, hein, vous voyez nos têtes. Même si on n'a pas trop d'incrustation images sur DLZ, c'est quand même assez sympa. On se retrouve très rapidement pour d'autres contenus sur la chaîne. On a parlé de Timothy Weah. Ilian va vous proposer une vidéo d'analyse séquence en images sur son match contre le Real Madrid. Il y aura certainement un avant-match pour OM PSG. Il y aura un débrief directement qui sera disponible en vidéo. Et puis on se retrouve très rapidement avec d'autres types de contenus qui seront beaucoup plus réguliers. Encore une fois, merci Samy et Ludo. Et puis on se dit à la prochaine. Et allez l'OM!